Ok, on se donne combien de temps pour l'intervention? Comme ça, après, on laisse largement le temps pour les questions-réponses, Inch'Allah. Jusqu'à Si je 45 fais, minutes? je vais essayer 45, de ça faire un va? peu, je vais essayer de faire un peu moins. Comme ça, on a plus de temps Ok, pour échanger après. je te laisse dire. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, comme le disait le frère, je suis pas imam, donc je vais pas vous donner un cadre religieux ou vous donner des réponses à des questions religieuses sur la portée de vos mots ou sur des questions personnelles ou individuelles. Par contre, je suis musulman comme j'imagine la plupart d'entre vous, donc j'ai une idée plus générale en fait de la façon dont, en tant que croyant, en tant qu'être humain, en tant que personne ayant une éthique, on approche l'usage de nos mots, l'usage de notre langue, la manière dont ça peut être utilisé pour des choses positives, comme la manière dont ça peut être utilisé au détriment des autres, comme à notre propre détriment. Mais pour l'illustrer, je voulais commencer d'abord par vous parler de quelqu'un. En fait, imaginez cette histoire qui se passe en fait dans une mosquée. Donc, il y a des frères qui arrivent dans la mosquée. Ils sont assis, ils sont là. Et puis, il y a un autre frère qui arrive. Il arrive et là, vraiment, en fait, il y a de la lumière qui émane. Il porte un camis blanc d'une blancheur immaculée. Il a une chefia magnifique. Il a une barbe taillée, tu vois, genre vraiment digital tous les trucs de tous les trucs qui vont bien, tu vois, le code vestimentaire, on voit sa sabha qui dépasse, il sent bon et tout ça. Et il fait sa salat. Et là, tu vois, magnifique et tout, comment il a positionné les mains, il est là, il est focus sur le tapis. Et les frères, ils sont en train de parler, ils sont en train de parler de lui de manière relativement élogieuse en disant, regardez, machallah, comme il est beau et comme il récite bien et comme il se tient bien pendant la prière et tout ça. Et après, quand il termine, il est agenouillé, il termine son tashahhud. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et il se tourne vers eux et il leur dit, et en plus, je jeûne. Et donc, en fait, vous voyez en fait comment le fait que ils aient construit une image à propos de lui sur son apparence, et lui, il se représente à propos de lui-même dans le regard des autres, en fait, c'est rigolo, en même temps c'est grotesque et c'est profondément triste parce qu'en fait, il y a ce jeu de ping-pong entre l'image que notre personnage principal renvoie aux autres et l'image qu'il a de lui-même et la seconde est malheureusement trop souvent définie par la première. Et donc, vous voyez comment, même au sein du cadre le plus noble qu'on puisse avoir sur Terre, à savoir celui d'une mosquée, même dans le moment le plus digne qu'on puisse avoir dans la vie d'un être humain, à savoir un moment de profonde dévotion vis-à-vis de Dieu, même dans un système de valeurs qui est censé être celui qui incite le plus à l'humilité, au dévouement, à la modestie, eh bien en fait, même dans cet environnement-là, dans cette bulle qui est dans une bulle qui est dans une bulle, eh bien, même à l'intérieur de ce moment-là, il est prisonnier, il est prisonnier du regard des autres, il est prisonnier du système de valeurs de la société dans laquelle lui évolue en dehors de la mosquée, et il est profondément marqué par ce système de valeurs comme n'importe quel être humain, et donc par conséquent, parmi les êtres humains, comme n'importe quel musulman. On est marqué par la société dans laquelle on vit. On est marqué positivement, c'est-à-dire si c'est une société où il y a de la justice, où il y a de l'équité, où il y a de la générosité, eh bien ça nous influence, même si on a des défauts et des qualités, on aura plus souvent tendance à aller dans le bon sens qu'on ne l'aurait fait laissé seul à nous-mêmes. Euh, et c'est vrai pour plein d'autres exemples, que ce soit dans l'entraide vis-à-vis des voisins, que ce soit dans le respect des parents, que ce soit dans la disponibilité auprès des plus démunis et des plus fragiles. Plus on vit dans une société qui porte ces valeurs, plus on va avoir une tendance à s'y incliner facilement, à faire preuve de solidarité, à faire preuve de bonté envers les autres. Et inversement, on est influencé négativement si on est dans une société où malheureusement c'est le culte de l'individualisme, c'est l'importance du paraître aux yeux des autres, c'est la prévalence de l'apparence des choses
plutôt que leur fond, eh bien malheureusement, on va avoir tendance à se comporter également en fonction de ça. Et ces exemples-là sont poussés à l'extrême dans la période que l'on traverse, avec toutes les dynamiques toxiques qu'on a déjà discutées et qui sont maintenant l'objet d'articles, de livres, de documentaires entre les influenceurs stars, les personnalités publiques qui utilisent de la faiblesse des gens pour les induire en erreur, entre des personnes ou des candidats politiques qui tournent les gens en bourrique en leur faisant des promesses qu'ils sont certains de ne pas pouvoir tenir et en leur faisant miroiter un changement qui n'arrive en vérité jamais. Vous voyez comment en fait le décalage entre qui nous sommes et qui nous montrons est devenu prévalent et la parole et l'image jouent un rôle, j'ai même pas envie de dire important, joue un rôle central dans l'image qu'on se fait les uns des autres. Donc, il y a une très belle étude qui a été faite en Amérique du Nord auprès d'étudiants en sciences politiques. Et en fait, l'étude, elle fonctionne comme suit. On prend des portraits et des extraits vidéo de quelques candidats où vraiment on entend juste leur manière de s'exprimer, où on voit leur visage. Et on donne ça à quelques centaines d'étudiants en sciences politiques et on leur demande si ces candidats, à leur avis, ont une bonne chance d'être élus aux prochaines élections sénatoriales. Et on se rend compte que même si les étudiants, encore une fois en sciences politiques, ne connaissent pas les candidats, ils sont capables de prédire à plus de 70% le taux de réussite des candidats qu'ils ont en face d'eux et qu'on leur propose juste avec un portrait type en photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça confirme en fait une hypothèse de fond et des études de terrain qui sont menées élection après élection dans un certain nombre de pays du monde, à savoir que les gens, notamment dans le cadre des élections, ne se positionnent pas sur le fond, ils se positionnent sur le look de la personne, l'apparence de la personne et son aisance de premier abord dans sa prise de parole. Si quelqu'un s'habille bien, si quelqu'un parle bien, eh bien, cette personne-là va avoir des chances majeures d'être le candidat qui va être plébiscité. Et c'est pour ça, par exemple, que dans les élections, vous voyez que la plupart des candidats vont porter un costume bleu, parce que ce costume bleu va être relativement neutre et relativement porteur de signaux, entre guillemets, de crédibilité. Il porte un costume, il a une cravate, il parle un français relativement correct, il a une élocution qui est fluide, ça doit sûrement être quelqu'un de crédible. Même si, comme le proverbe le dit, mais malheureusement pas comme les usages, cet habit-là n'indique rien de sa compétence. En quoi est-ce que le fait de porter un costume ou est-ce que le fait de s'exprimer dans un français correct est une indication causale d'une aptitude à gérer des sujets économiques, des sujets de santé, des sujets éducatifs, ou plus grave encore, ou plus important encore, la gouvernance d'un pays. Donc vous voyez comment en fait la parole va avoir un impact majeur. C'est vrai aux échelles politiques nationales, voire même au niveau international. C'est vrai aussi au niveau le plus personnel, le plus immédiat. Quand on a une discussion entre deux personnes, entre celui qui a raison sur le fond et celui qui a raison sur la forme, c'est systématiquement le second qui gagne. Entre celui qui a les bons arguments et celui qui a les bons mots, c'est celui qui a les bons mots qui gagne. Et ces bons mots-là n'indiquent strictement rien, ni de sa compétence sur le sujet, ni de la pertinence ou de l'impertinence des arguments qu'il mobilise. Donc ça, là, euh, ça joue avec notre cerveau, ça joue avec notre cœur, ça joue parfois dans un sens positif, ça célèbre la beauté des mots, une forme d'esthétique, une forme d'excellence dans la maîtrise du langage. C'est quelque chose qui, lorsque c'est pour servir un message digne et noble, eh bien oui, effectivement, c'est quelque chose de magnifique. Mais si c'est utilisé pour conquérir du pouvoir supplémentaire, au détriment des autres, manipuler les gens, les induire en erreur, leur vendre des choses dont ils n'ont ni envie ni besoin, manipuler leurs émotions, les dominer, les opprimer, et bien là, vous voyez comment en fait c'est une dynamique qui est destructrice et qui malheureusement est très largement répandue dans notre société. Et en fait, on importe des clashs, on change parfois au fil de notre vie et de notre évolution personnelle, familiale, spirituelle, religieuse, on change un certain nombre de codes et de normes mais on ne change pas nécessairement de valeur. Et même au sein
des communautés musulmanes locales et quand j'observe, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors, en fait, on importe des schémas de discussion qui sont des schémas polémiques. On importe des codes de communication qui sont des codes stériles et superficiels et qui sont tirés de valeurs qui ne sont pas les nôtres et avec lesquelles, si on les interrogeait, on se sentirait profondément en désaccord. Par exemple, j'ai l'impression souvent que il y a un buzz de rap ou il y a un buzz de clash qui arrive souvent, ça s'appelle Rap Contenders. Il me semble qu'en fait, c'est des gens qui s'affrontent en se vannant les uns les autres, parfois en s'insultant les uns les autres. Et ce paradigme-là, si on change le langage et qu'on garde la même logique, on va trouver la même chose, parfois même sur des questions religieuses. Il y en a un, il lui dit ceci, l'autre il lui répond cela, et le seul but qu'ils ont, l'un comme l'autre, c'est de s'humilier l'un et l'autre, de montrer non pas qu'ils ont une position de convergence, une position qui tire les gens vers le haut, mais une position qui va humilier l'autre, qui va dévaloriser l'autre, qui, a, qui va porter atteinte à son auteur, à son honneur, à sa dignité à la légitimité de son propos. Et ça va être mise en garde contre faux arguments, contre injures, contre dévalorisation. Et à la fin de la fin, une fois qu'ils sont arrivés au bout du petit vocabulaire islamique qu'ils maîtrisaient, ils reviennent à leurs réflexes de base, à savoir à la limite même s'insulter les uns les autres. Comme si tout était une battle, comme si tout était un clash, et à défaut de rechercher ensemble la vérité, ensemble ce qui va nous élever, élever les cœurs, éveiller les consciences, nous faire avancer, créer du consensus, et bien au lieu de faire ça, ils se retrouvent à reproduire, y compris dans des relations censées être fraternelles, des codes de communication qui sont des codes de clash, qui sont des codes d'humiliation, qui sont des codes de confrontation. Donc oui, la parole est une arme, et comme toutes les armes, elles peuvent être utilisées, ces paroles, également pour commettre des crimes, pour commettre des injustices. Elles peuvent être utilisées pour construire des choses qui sont magnifiques, lorsqu'on utilise les mots comme des briques et des éléments de sens pour expliquer, pour transmettre, et ainsi de suite. Mais elles peuvent être utilisées malheureusement comme des armes, et ces armes, elles causent des dommages dévastateurs. Et ces dommages-là portent atteinte aux autres quand on humilie quelqu'un, quand on porte atteinte à son honneur, quand on porte atteinte à sa dignité, quand on utilise des mots pour faire de la peine aux autres, eh bien ça leur cause du tort, ça les détruit, ça, ça crée des situations de souffrance, des situations de destruction, des situations d'oppression. Et combien de personnes euh, parfois dans le cadre de l'entreprise, parfois dans la rue, parfois dans leur quartier, parfois dans leur environnement local, parfois même malheureusement au sein de leur famille, vont faire l'objet d'invectives, de mots qui ne sont prononcés que pour les détruire, que pour les abîmer, que pour les humilier, que pour les faire souffrir au bout du compte. Donc vous voyez comment, en fait, ces mots-là peuvent causer du tort aux autres, mais en vérité, ils nous causent du tort également à nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'on rabaisse les autres, c'est nous-mêmes que l'on rabaisse. À chaque fois qu'on humilie les autres, c'est nous-mêmes que l'on humilie. À chaque fois qu'on porte atteinte aux autres, on accumule des mauvaises actions et on accumule des mots et des phrases dont l'expression, dont la prononciation viendra un jour témoigner contre nous. Donc ces mots-là peuvent être une arme dévastatrice, beaucoup plus que même des fusils, des épées, des poisons et toute autre sorte de fléau qui se répand sur la Terre et qui prend des vies au sens physique. Mais malheureusement, les mots prennent des cœurs et détruisent des personnes avec parfois des dommages qui sont irrémédiables. Et une fois que certains mots sont prononcés, on ne peut plus les retirer. Combien de personnes ont rompu les liens familiaux? Combien de personnes ont porté atteinte à leurs parents, à leur épouse, à leurs enfants, à leurs proches, à leurs maris, à leurs frères et sœurs, d'une manière qui est irréparable et qui après disent c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que tu voulais dire, mais malheureusement, ce sont les mots que tu viens de prononcer. Et tu peux les retirer du point de vue verbal, mais tu peux pas les retirer du point de vue de l'effet et de l'impact qu'ils ont eu sur ton interlocuteur. Donc, il y a cette ambivalence avec toutes les choses qui donnent du pouvoir, et les mots et la parole en sont, avec toutes les choses qui donnent du pouvoir, il y a cette dualité entre le potentiel positif, constructif, émancipateur, libérateur,
élévateur que peuvent avoir ces moyens, et en l'occurrence l'usage des mots, et inversement, il y a une responsabilité immense, un danger immense à les utiliser à mauvais escient. Et c'est pour ça que, y compris dans notre foi, y compris dans notre éthique, y compris dans nos valeurs, eh bien, en fait, à chaque fois, il y a cette importance donnée à la responsabilité dans notre usage des mots, dans le fond comme dans la forme. D'accord? Et ça, quel que soit le contexte. Quand on répond à des questions religieuses, eh bien, nos imams, nos enseignants, nos enseignantes sont également formés, sensibilisés au fait que quand vous répondez aux gens et qu'ils vous posent une question, veillez à bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, écoutez leurs mots et fournissez-leur une explication, fournissez-leur une réponse qui, soit fondée, soit solidement établie, mais en même temps, assurez-vous de leur bonne compréhension et assurez-vous que votre réponse arrive comme une solution à la problématique qu'ils vous ont posée. C'est vrai dans fiqh ad-da'wa, c'est vrai dans le comportement avec les voisins, c'est vrai dans le comportement familial, c'est vrai dans le comportement avec des gens avec lesquels on est même en profond désaccord. Et donc même dans ces contextes-là, même lorsqu'on est censé être à la limite en fait de ce que l'on peut endurer, et même quand on est dans des situations d'injustice, eh bien on maîtrise ces mots. On fait attention à ce qu'on dit et on réfléchit avant de le prononcer parce que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des créatures douées de raison, douées de discernement et ce discernement convoque une responsabilité, y compris dans l'usage des mots. Et donc, cette notion d'usage des mots, elle peut être une source d'élévation. Vous avez l'exemple de la kalima tayyiba, qui est la parole la plus symbolique de ce qui va élever l'être humain dans sa reconnaissance du tawhid, du rapport vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala et de la prévalence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la guidance des musulmans. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont de confession musulmane, vous voyez tout de suite cette idée-là avec l'image de l'arbre qui a des racines profondes, solides, saines et qui donne des fruits savoureux, des fruits magnifiques, des fruits de toute beauté qui vont être une source de célébration, qui vont être une source de félicité en eux-mêmes. Donc vous voyez comment les mots, y compris dans le contexte religieux, convoquent en fait une dimension qui va être à la fois verticale et spirituelle et qui va être une source de changement dans la vie des êtres humains, dans la dunya, donc de manière matérielle, humaine, quotidienne, comme dans la akhira, dans ce monde où on sera jugé et qui sera le monde éternel pour les croyants. Donc, ça, c'est le point principal. Entre une culture qui est une culture du clash, une culture de la punchline, une culture où les mots sont utilisés comme une arme, parfois au détriment des autres, portant des comportements, parfois des valeurs qui sont étrangères aux nôtres. Et de l'autre côté, une éthique de la parole qui nous responsabilise, qui nous rend alerte, qui convoque chez nous en fait un réflexe de questionnement, de remise en question, pour être sûr qu'on utilise toujours les bons moyens et on les utilise toujours avec la bonne intention, eh bien, on voit immédiatement que ben, voilà, c'est la seconde option que l'on fait prévaloir. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf, ça ne veut pas dire qu'on est fragile, mais ça veut dire que quand on utilise les mots, on les utilise principalement pour construire et pour, à la limite, se défendre lorsque, effectivement, on va pouvoir mobiliser ces mots pour faire valoir des droits, pour élever la dignité des êtres humains, pour déconstruire des choses qui nuisent à l'environnement, à l'être humain, aux personnes qui sont vulnérables dans notre société, d'accord? Et éviter d'un côté un certain nombre de manipulations, un certain nombre d'oppressions, un certain nombre de dominations, un certain nombre d'erreurs dans la propagation de mensonges et d'injustices, et de l'autre côté, se servir des mots pour éduquer, pour défendre, pour convaincre. Donc, il y a cette responsabilité véritablement de maîtriser les outils de la communication. Et c'est pas uniquement pour les personnes qui s'expriment en public, qui deviennent conférenciers, enseignantes, imams ou qui vont être dirigeants d'une association et donc qui ont besoin de convaincre des bénéficiaires, des adhérents, des soutiens et ainsi de suite. C'est pas uniquement pour ça. Quand tu es formé et quand tu es apte à la prise de parole, tu sais, même quand tu es en colère, tu sais comment t'exprimer avec tes enfants pour faire passer la gravité d'une situation, faire passer un message de manière claire, de dire là, voilà ce qui s'est passé,
Ça n'est pas acceptable. Les papas et mamans sont réellement fâchés. Il va y avoir une sanction. On est en train de réfléchir à une punition et ainsi de suite. Donc, tu ne minimises pas la gravité d'une situation, mais tu es capable d'en faire prendre conscience à ton enfant et tu es capable de l'amener à réfléchir au-delà de l'autorité parentale qui bien sûr est fondée, établie, respectée, respectable. Au-delà de ça, tu es aussi capable de l'amener à comprendre pourquoi c'est d'une telle gravité, à comprendre pourquoi, quand tu lui interdis tel type de comportement, ou tel type de sortie, ou tel type d'environnement, même si ça lui semble arbitraire sur le moment, eh bien, s'il le comprend correctement et si on le lui explique correctement, il va pouvoir arriver à ce raisonnement par lui-même. Excusez-moi, juste une seconde. Donc, ça, c'est dans l'environnement familial immédiat. Ensuite, quand vous allez être face à des gens qui vous contactent pour vous vendre des services, ou vous êtes à un guichet où on ne veut pas vous donner le papier dont vous avez besoin, ou bien vous êtes dans un commerce où il y a un problème de prix ou un problème de disponibilité de l'article, ou bien vous êtes dans une négociation dans le cadre du travail ou dans le cadre d'un achat important, au lieu d'avoir juste un baromètre et vous montez dans les tours et vous vous énervez et vous êtes en fait dans la confrontation, eh bien non, vous savez comment interagir avec l'autre pour désamorcer une situation qui en vérité ne devrait pas être une situation de conflit. On est là pour acheter une voiture, tu es là pour la vendre, c'est pas censé être un clash, d'accord? Je suis là à un guichet pour obtenir un extrait de naissance, vous êtes là pour faire votre travail, on n'est pas censé être en confrontation. Donc, tu as les moyens de désamorcer une situation ou de la recoder d'une façon à ce que, eh bien, en fait, ce ne soit pas un conflit et que tu obtiennes toi ce que tu veux, le document dont tu as besoin, le prix qui te convient, le service que tu es venu chercher et l'entraide que tu es venu proposer dans le cadre du travail ou de l'association locale ou ailleurs. Donc, maîtriser les techniques de communication, ça permet de faire passer des messages d'une manière la plus efficace possible, la plus constructive possible. Ça permet d'éviter des situations de conflit et ça permet aussi sur le plan défensif, parfois de gérer des situations qui sont relativement tendues sans avoir à se fâcher, mais sans avoir à se laisser intimider non plus. Et ça permet enfin de détecter des techniques ou des discours ou des phrases qui sont parfois manipulatoires. Quand on vous propose les choses, quand on vous formule les choses d'une certaine manière, ça ne veut pas forcément dire que c'est honnête ou proposé de manière claire et explicite. Parfois, notamment dans les techniques de télémarketing ou dans les schémas de vente qui sont relativement agressifs, ou même dans les périodes de campagne politique, on vous propose des choses, on vous formule les choses d'une manière qui est relativement manipulatoire. Et donc, vous serez capable, si vous vous êtes formé correctement, de détecter ce type de séquence. Donc, voilà en gros le propos que je voulais partager avec vous. L'importance de remettre en question, ça ne veut pas dire de les rejeter dans leur globalité, mais de remettre en question les systèmes de valeurs par lesquels on est imprégné dans nos sociétés modernes, qui sont des systèmes de valeurs d'apparence, de prévalence du look, de la pertinence perçue ou de la qualité d'élocution dans la prise de parole. Tout ça, c'est des choses qui sont superficielles et qui ne préjugent en strictement rien de la véracité, de la pertinence, de l'efficacité des arguments qui sont mobilisés et de la réalité des situations qui sont décrites. D'accord? Donc faire la différence dans votre discernement et dans votre jugement entre la forme des propos qui sont tenus et le fond des propos qui sont tenus, en considérant que les premiers ne sont pas indicatifs des seconds. Deuxième chose, la prévalence malheureusement d'un certain nombre de situations qui sont des situations de conflit artificiel. Le désaccord est construit malheureusement comme une situation ou un contexte de clash, alors que ça ne devrait pas nécessairement l'être. Donc, une négociation salariale, ce n'est pas un clash. Sauf quand il y a vraiment une logique d'oppression, par exemple, et d'injustice économique dans une grande entreprise où les actionnaires touchent des bénéfices à travers les dividendes, des bénéfices records, et les gens qui mettent leur vie en danger au quotidien, qui abîment leur santé, eux ne sont
pas augmentées, ne sont pas respectées au minimum de la dignité, d'accord? Ça, c'est pas un échange, c'est un rapport de force. Mais lorsqu'on est en train de discuter avec les collègues et on se met d'accord sur une stratégie, c'est pas censé être un conflit. Lorsqu'on est voisin et qu'on doit se mettre d'accord sur les travaux, ça n'est pas un conflit. Lorsqu'on est parent d'élèves et on est en train de discuter avec les enseignants de nos enfants, ça n'est pas un conflit. Et pourtant, on a souvent le prétexte, on a souvent l'intuition que, en fait, elle est contre moi, je suis contre elle, on est en train d'avoir en fait une confrontation, alors que les gens qui ont signé pour devenir enseignants, ils ont principalement signé pour aider à instruire des enfants. Ils ont signé pour être des gens qui sont porteurs de quelque chose de structurellement bienveillant vis-à-vis des enfants. Et inversement, du côté des parents, on a signé à vie pour être dans l'accompagnement, la préservation, la protection de nos enfants, l'élévation de nos enfants. Donc, ça, c'est le deuxième volet, vraiment ce côté clash, confrontation, qui pour moi est totalement artificiel, mais qui est l'indication, le symptôme, en fait, d'un certain type de parole qui est une réduction du sens. Le clash, c'est une réduction de sens de la parole. D'accord? Et enfin, l'ambivalence entre cette culture du clash et de la punchline d'un côté, et de l'autre, une éthique de la parole que l'on confond trop souvent, en fait, avec une forme de naïveté, de fragilité dans la parole. C'est pas parce que on se tait sur quelque chose qu'on est d'accord avec. C'est pas parce que on a une parole calme et équilibrée qu'on est quelqu'un de faible. C'est pas parce que on ne s'énerve pas, y compris face à une situation qui est tendue, que on la prend pour acquise et qu'on considère qu'elle est normale. Sauf que on n'est pas otage de cette situation et on n'est pas l'objet de communication que notre interlocuteur voudrait parfois faire de nous. D'accord? Donc, toujours choisir la position la plus éthique, mais ne jamais être naïf et maîtriser réellement les arguments et la technique qui va avec la communication pour ne pas se laisser intimider, savoir se défendre quand il faut, y compris avec des mots, et faire passer des messages clairs. Et je terminais en disant que ces choses-là font nécessairement l'objet d'une éducation, l'objet d'une formation. Et à mon sens, pour ceux d'entre vous qui sont parents, c'est une éducation qui doit arriver le plus tôt possible. Savoir verbaliser les choses, savoir exprimer les choses, savoir faire exister un désaccord entre frères et sœurs sans que ce désaccord se traduise par des mots de méchanceté ou des mots d'hostilité. On a le droit de ne pas être d'accord sur comment on va organiser la chambre ou comment on va ranger la chambre, tant qu'à la fin, la chambre, elle est rangée. On a le droit de pas forcément être d'accord sur quel est le livre qui est préféré ou à quoi on va jouer aujourd'hui. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais à la fin, on va jouer ensemble. On a le droit d'avoir des désaccords, y compris sur des sujets sérieux, mais à la fin, on va manger ensemble. Et on va sûrement prier ensemble. Et on va sûrement sortir ensemble et on va vivre ensemble parce qu'en fait, on est une famille. Donc, y compris au sein de cette enfance-là, bah, le fait d'être capable de verbaliser, d'argumenter, de dire les choses, de maîtriser son message, ça va aider, y compris à l'intérieur de la structure familiale, mais également à l'école. Un enfant qui sait s'exprimer, c'est le premier signal de prise en charge pédagogique de la part des enseignants. Un enfant qui sait déconstruire une situation et répondre à une situation, y compris une situation d'hostilité, sans perdre ses moyens, c'est un enfant qui ne va pas être mis à l'écart, qui ne va pas être mis à l'index, qui ne va pas être mis en défaut et en difficulté parce qu'on s'est moqué de lui à l'école et que, au fur et à mesure, soit il s'est recroquevillé, enfermé sur lui-même, soit au contraire, en fait, il a été dans un rapport de défiance aux autres par simple instinct de préservation et de défense. Donc, vous voyez comment, y compris du plus jeune âge, c'est vraiment super important de former nos enfants, d'éduquer nos enfants, y compris dans leur communication et leur prise de parole. Il y a un jeu qu'on fait souvent qui est très simple et rigolo. Bah, déjà, on apprend à vanner avec les enfants. Donc, on rigole ensemble, on se moque gentiment les uns des autres pour un peu titiller, pour savoir, voir comment ils réagissent, comment ils gèrent ces situations-là, est-ce qu'ils sont capables d'avoir du répondant, on dédramatise, on tourne en ridicule des situations dont on anticipe que dans la cour de récréation, ils vont parfois vivre des moqueries sur ces sujets. Celui qui est un peu trop maigre, on se moquera de lui pour ça. Celui qui est un peu gros, on se moquera de lui pour ça. Celle qui est un peu grande, on se moquera d'elle pour ça. Celui qui a la peau
très clair ou très foncé, on se moquera de lui pour ça. Celui qui a les yeux de telle forme ou le nez de telle forme ou qui écrit de telle manière ou qui s'habille de telle autre manière, en fait, les vannes, elles n'ont pas besoin d'un substrat objectivement problématique pour s'exprimer. Au contraire, la plupart des vannes, c'est des vannes sur n'importe quoi. Sauf que si un enfant arrive à l'école et il découvre ce type de comportement pour la première fois, eh bien, malheureusement, ça peut lui causer du tort, surtout que, bah, vous savez, les logiques de groupe qu'il peut y avoir dans une cour de récréation, le premier se moque, le deuxième se moque, et après, il y a un effet d'acharnement, parce qu'on a des victimes faciles dans la classe ou dans la cour de récré. Donc, former ses enfants, éduquer ses enfants, c'est aussi leur apprendre à gérer ces situations-là, sans jamais que leur image d'eux-mêmes ne soit abîmée par ces situations, sans jamais qu'ils ne perdent leurs moyens, et sans jamais qu'ils ne se sentent enfermés, en fait, dans une situation de souffrance en vérité, qui ne les définit pas. Voilà. Donc je vais m'arrêter là sur le, le cœur de l'intervention. C'était le sujet que je voulais traiter avec vous ce soir. Et puis, ben, voilà, on a largement le temps pour vos questions et réponses. Et pour si vous avez aussi des questions sur ce qu'on fait en termes de formation en ce moment et sur les activités qui sont prévues cette semaine, on est aussi là pour y répondre. Voilà. Barakallahu fik, mon frère. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, ce soir, vous avez la possibilité de monter en live pour échanger avec notre frère Marwan. Donc, le sujet de ce soir, c'est le discours, la prise de parole. Marwan, en attendant que les personnes fassent leurs demandes, vous pouvez aussi poser vos questions dans la boîte à questions en bas. C'est le petit point d'interrogation. On a quelques questions déjà, mais on va y répondre juste après ça. J'ai vu que tu avais lancé un speech challenge. Donc, c'était 5 jours pour exprimer vos idées efficacement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc en fait, c'est le truc qu'on me demande le plus souvent. Ça fait, allez, 10, 15 ans maintenant que je participe à pas mal de conférences, pas mal de travail médiatique, pas mal d'interventions aux quatre coins de la France et ailleurs dans le monde. Et le truc qu'on me demande le plus souvent, c'est comment apprendre à s'exprimer et comment construire un discours efficace. Bon, nous, on a dû apprendre à l'arrache parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des formations pro à l'époque, parce que c'était encore quelque chose de nouveau et c'était en général des compétences qui étaient réservées à des cercles d'élite dans les formations pour des avocats ou en sciences politiques ou dans les grandes universités américaines, il y avait des séminaires de communication ou des séminaires de production de discours. Nous, on a dû apprendre au fur et à mesure, lire énormément de bouquins, tester des choses, les corriger, les adapter. Donc, au fur et à mesure, j'ai pu développer un petit peu mes aptitudes dans la construction d'un discours avec cette idée, peut-être un peu dérivée de ma formation en maths, c'est de dire c'est quoi le plus court chemin entre le problème et le message que tu essaies de faire passer et la solution que tu utilises pour convaincre le plus grand nombre de personnes. Donc là, l'idée avec le speech challenge, c'était de répondre à ça en ayant en 5 jours avec chaque jour une petite activité et des petits exercices, en fait, former les gens sur 5 jours à construire un discours pas à pas, de A à Z, ensemble. Donc, comment ça fonctionne? Ça commence dimanche. Vous pouvez encore vous inscrire. C'est totalement gratuit. Et en gros, comment ça fonctionne? Le matin, vous recevez une petite vidéo avec une explication, un petit exercice à faire. Quand vous avez un peu de temps dans la journée, vous faites l'exercice. Vous pouvez le partager sur le groupe Facebook du Speech Challenge. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le groupe, mais on vous le recommande fortement. Comme ça, vous pouvez échanger avec les autres. Et chaque soir, à 21 h, on a un live où on débrief. Donc, ceux qui ont envie de partager leur exercice du jour, ils le font, on leur donne un feedback, il y a des questions, on y répond en direct, et puis ils voient aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux. Par exemple, là, je vois que parmi les inscrits, il y a pas mal de personnes qui sont entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs. Comment disait l'autre? Ah, salut à toi, jeune entrepreneur. Voilà, c'est des vrais entrepreneurs sur des vrais projets plus sérieux. Et donc, à un moment donné dans leur parcours, ils ont une bonne idée et ils ne savent pas encore comment présenter leurs services ou présenter leurs produits lorsqu'ils ont besoin d'investisseurs ou lorsqu'ils vont devoir convaincre des clients. Donc là, dans le cadre du discours, le discours qu'ils vont développer, c'est ce qu'on appelle un pitch, c'est en quelques minutes savoir présenter son projet d'entreprise, son service, son produit
d'une manière qui est réellement convaincante quand tu as un très court laps de temps. Mais il y a aussi des gens qui sont en entreprise, des gens qui sont en association, ou bien des jeunes ou des jeunes parents qui, eux, ont besoin d'intervenir en quelques minutes dans un autre contexte. Ils ont besoin de convaincre les autres parents du quartier, ils ont besoin de s'adresser à des jeunes, ils ont besoin de motiver des collègues, ils ont besoin de plaider à la mairie pour, je sais pas moi, un chantier de construction à tel endroit ou une modification de la politique de la ville. Pour toute cette situation en univers professionnel, associatif, familial ou entrepreneurial, on a tous besoin de savoir construire un discours en quelques minutes et que ce discours soit efficace et qu'on ne se retrouve pas après à regretter et à se poser des questions et à se dire ah si seulement j'avais su, j'aurais dû dire ça. Ben ouais, d'accord. Là, cette fois-ci, on va apprendre à l'anticiper avant pour ne pas perdre ses moyens pendant. Donc voilà en gros le concept. Ça commence dimanche. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement souple pour vous parce que en fait, vous recevez la vidéo le matin et vous la faites, vous la recevez très tôt. Et vous la faites quand vous voulez dans la journée. Et puis, il y a toute une équipe qui est à votre dispo vraiment toute la journée pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour vous donner un feedback. Et le soir, on débriefe ensemble. Et à la fin de la semaine, normalement, si vous suivez correctement, au bout du quatrième, cinquième jour, vous avez construit votre discours de A à Z. Et puis surtout, et c'est ça le plus important, vous savez comment progresser. C'est-à-dire que vous n'êtes plus laissé à vous-même en vous disant, ben voilà, comme beaucoup de personnes qui pensent que en fait la parole ou les facilités de communication c'est quelque chose d'inné. Après en fait le speech challenge, vous savez que en fait non, c'est plutôt quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose sur lequel on progresse par petites touches successives jusqu'à ce que réellement on maîtrise son message. Et plus en fait on a compris ça, plus le niveau de stress diminue, d'accord? Parce qu'en fait on sait anticiper et on sait gérer ces situations-là, et le niveau de préparation augmente et le niveau de maîtrise augmente. Du coup en fait on se fait pas balader, on sait ce qu'on doit dire, on sait comment on doit le dire pour atteindre quel objectif. Donc vous retrouverez sur mon profil dans l'adresse, il y a l'adresse du Speech Challenge, c'est tinyurl.com/speech challenge en un seul mot. Je pense que tu pourras la reposter sûrement dans les commentaires ou ailleurs. Et vous avez toutes les infos directement sur la page. Voilà. Les personnes qui souhaitent avoir des infos, vous avez juste appuyé sur le titre en haut à gauche, vous retrouverez la page de Marouane et vous cliquez dans sa description et vous allez trouver toutes les infos concernant ce speech challenge. Du coup, Là, ce que je vous ai expliqué, là, vous le retrouvez dans la vidéo de présentation. Oui, dis-moi. en fait, c'est un avant-goût de la formation principale que tu proposes. Là, en fait, sur notre plateforme de formation, formation.marwanmohamed.com, on a toute une série en fait de cours complets sur la prise de parole, sur la gestion du temps et de l'organisation, sur comment apprendre à apprendre. Et là, le prochain cours qui sort, il sort la semaine prochaine, ça va être sur un sujet de dingue que je vous présenterai en temps voulu. Mais oui, là, par exemple, ce qu'on fait sur la construction d'un discours de A à Z, c'est un exercice de un module dans un cours de communication qui compte des dizaines d'outils comme celui-ci. Mais on voulait vraiment le découper de la manière la plus accessible possible et plutôt que de promouvoir notre formation ou nos différents cours d'une manière genre marketing agressif, vente, on s'est dit en fait nous on s'en fiche, on va pas faire comme ça, on va juste déjà le truc le plus bénéfique, ce qu'on nous demande le plus, ça on va le rendre disponible gratuitement et on va accompagner les gens comme si on était à plein temps à leur service pendant une semaine. Et ça va être la parfaite occasion pour eux, déjà, de prendre un petit peu confiance en eux pour ceux qui ont des hésitations, de comprendre un petit peu les techniques et de se doter des outils dont ils ont besoin pour progresser. Et accessoirement, ils découvrent qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce que ça peut leur apporter, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent pour eux, et ça nous semble être une bonne entrée en matière. À la fin de la semaine, bah, au moins ils auront vraiment acquis ça, et après, à eux vraiment de progresser à leur échelle. Mais en tout cas, dans leur tête, du moins c'est l'intention qu'on formule auprès de leur sprintal, on espère que ça fasse plus un
dans leur compréhension du sujet, dans leur motivation et dans leur capacité ensuite à progresser, quel que soit le projet dans leur vie. Voilà. Barakallahu fik. Donc, les Ça personnes fait qui avec souhaitent avoir plaisir. des infos, vous appuyez sur le titre en haut à gauche et vous retrouvez la page de Marouane. Alors, on a quelques questions à l'écrit. Les personnes qui souhaitent monter en live, c'est possible. Vous avez juste appuyer sur la petite caméra et vous pourrez monter. J'ai deux demandes, mais je ne sais pas si elles sont faites exprès, elles sont là depuis le début. Alors, on va prendre une sœur. Salam alaikum. Comment réagir face à une personne qui tient des propos humiliants à notre égard? Hmm. Ok, alors déjà, le principe général, c'est que pour avoir une conversation, il faut être deux. Ça veut dire que de manière générale, tu n'es pas obligé de participer à une conversation qui ne te convient pas, dont les termes ne te conviennent pas, avec une personne qui ne te convient pas, dans un contexte qui ne te convient pas. Donc parfois, toi, la manière la plus facile, c'est merci beaucoup pour votre commentaire, soyez certain qu'il bénéficiera de toute l'attention qu'il mérite. Et toi, tu as compris qu'en fait, ton commentaire, je le prends, je le jette à la poubelle. Mais en fait, mon temps, il est trop important pour que je le gaspille à parler avec toi ou à donner de l'importance à ton propos, puisqu'il est insultant, humiliant, dégradant ou autre. Donc, l'option facile, l'option la plus safe, c'est tu prends le commentaire, tu le mets figurativement à la poubelle, et toi, tu clôtures en fait la discussion d'une manière qui est sans appel pour passer à autre chose dans ta vie. Et ça, c'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de sécurité, d'autant plus dans le contexte actuel où véritablement, si tu sais qu'une conversation est toxique et destructrice, tu n'es pas obligé d'y participer, tu n'as aucune obligation de le faire et tu n'es pas le guichet qui est censé apporter une réponse à des questions qui sont tordues ou à des commentaires qui sont tordus. Ensuite, si c'est un petit peu dénigrant, passif-agressif ou dans un contexte où tu peux pas en fait clôturer l'échange. Par exemple, c'est dans un contexte éducatif ou dans un contexte professionnel ou dans un contexte de très proche voisinage. Euh, Si c'est injurieux, il faut être ferme et clair et documenter les choses parce que malheureusement ça peut et parfois ça doit aller au litige juridique et formel. Et dans ce cas-là, il faut avoir le maximum d'éléments. Et si c'est juste des commentaires qui sont hors de propos, dévalorisants, mais pas injurieux, d'abord on peut répondre, on peut aussi poser des questions. Et la technique des questions, c'est quelque chose qui est, pour moi, l'une des techniques rhétoriques les plus redoutables. En fait, quand quelqu'un fait un commentaire, au lieu de lui répondre par en gros, la dynamique habituelle du clash, c'est je réponds là, je dis ça, quelqu'un me répond là. Après, moi, je surenchéris là, et après, ça monte là. Et après, on arrive en fait dans une zone qui est dans une zone de danger, où on passe en fait l'hostilité pour arriver vers l'injure, et après, on passe l'injure et l'insulte pour arriver parfois même à la violence physique ou à des décisions qui, dans le contexte professionnel ou dans le contexte éducatif, ne sont pas réversibles et que vous ne voulez pas, en fait, dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas. Alors que si quelqu'un dit ça, mais toi, en fait, tu lui poses une question, en fait, qui tourne en ridicule son propos, là, en fait, tu le mets d'autant plus en difficulté. L'exemple le plus bête, le plus débile et en même temps le plus rigolo, c'est celui, je le cite souvent, c'est une jeune femme, enfin une jeune femme, elle a une quarantaine d'années, qui choisit de devenir musulmane à ce moment-là. Et elle travaille dans une grande entreprise d'entretien où elle est assistante commerciale. Et quelques semaines plus tard, pour des raisons qui la concernent, elle décide de se couvrir les cheveux. Et l'un de ses collègues, quand elle arrive au travail, lui dit, c'est quoi ça en fait? Et il désigne en fait le turban qu'elle porte. Sauf que elle, au lieu de se mettre dans une situation où elle est offusquée, où elle répond à la provocation, ce qu'elle fait, c'est, elle lui dit, mais de quoi tu parles? Tu parles du nouveau papier peint, ou tu parles de la lumière, ou de la fenêtre, ou autre. Et lui, en fait, il l'enchaîne, il lui dit, non, non, là, sur ta tête. Ah ouais, c'est mon turban qui t'intéresse. Du coup, c'est quoi qui t'interpelle? T'aimes bien le tissu, tu préfères le lin, le coton. Et en fait, elle l'emmène dans un questionnement qui fait éclater au grand jour devant l'ensemble des collègues la nature ridicule, hors de propos, impolie de son comportement à lui, en fait. Au lieu de réagir
à sa provocation et lui dire non mais tu ne me respectes pas, laisse-moi tranquille, ce que lui va utiliser pour ensuite encore plus la marginaliser et qui va utiliser au bout du compte à son détriment à elle, et bien en fait elle le tourne en ridicule à travers ses questions et personne ne peut lui reprocher d'avoir posé des questions alors qu'elle était elle-même invectivée. Donc cette technique-là, elle est vraiment la plus efficace. Et puis surtout, elle vous évite de dire des choses qui parfois peuvent être retenues contre vous. Et elle vous donne le temps supplémentaire pour préparer une riposte qui parfois va être beaucoup plus efficace. Et elle vous permet aussi de compiler les éléments dont vous avez besoin. Je disais tout à l'heure, l'immense majorité des enseignants sont là dans un rapport bienveillant, facilitateur, protecteur vis-à-vis de vos enfants, mais vous tombez toujours, une fois sur X, sur quelqu'un qui n'est pas forcément le plus compétent ou le plus bienveillant. Et dans ces cas-là, c'est super important de verbaliser ou de lui faire verbaliser le problème qu'il aurait avec votre enfant pour montrer la nature grotesque, ridicule ou hors de proportion de la mise en cause dont il fait l'objet ou du propos qu'il reproche dans ce contexte-là. Donc, technique des questions. Et enfin, dernier point, toujours garder une distance et ne pas participer à des échanges dont vous savez qu'ils peuvent être polémiques dans un contexte qui n'a pas à l'être. Par exemple, un ami très proche qui est dans la fonction publique et qui est enseignant, lui, en fait, dans la salle des profs, il parle de jamais rien d'autre que sa matière. Donc, même s'il se passe X trucs dans les infos, il ne va pas s'exprimer sur ces sujets d'actualité, même si c'est pleinement son droit sur son temps de pause, quand les autres sont en train d'en parler, parce qu'il veut jamais qu'on puisse lui reprocher ou qu'on puisse l'impliquer dans des conversations qui, même s'il n'a rien dit de mal, pourraient être utilisées à son détriment. En disant, ah, t'as vu ce qu'il a dit? Je savais bien qu'il pensait ça de tel groupe politique ou de tel autre, ou qu'il pensait ça du gouvernement, ou qu'il avait des critiques. Ah, il cache bien son jeu. Vous savez les types d'interprétations débiles et hors sujet que certains peuvent faire parfois. Donc le fait de maintenir une distance courtoise, de garder le respect, de garder le recul et de ne pas rentrer dans certaines conversations stériles, ça peut être un signe de sagesse, que ce soit, je le disais là, l'exemple que j'ai pris, c'est celui de la fonction publique, mais c'est vrai aussi au sein de l'entreprise. Si je suis développeur, si je suis docteur, si je suis technicienne de laboratoire, si je suis enseignante, chercheuse ou autre, j'ai un cadre de travail et j'essaie de le respecter au mieux. Et mes conversations ou ce qui anime mon cœur, c'est des choses que je réserve à des gens qui sont dignes de confiance la plupart du temps, avec qui j'ai tissé des relations sur des années et des années, et là seulement peut-être mérite que, en dehors du cadre du travail, dans un cadre fraternel, amical, parfois même familial, je puisse dire spontanément et le plus sincèrement du monde ce que j'ai sur le cœur. En dehors de ça, cadre de travail, respect, distance courtoise. Barakallahu fik. C'est précis, machallah. Ça rejoint un peu ce que tu disais dans ta formation, parce que j'ai pu la découvrir avec ma femme, euh, le, le discours sur les réseaux sociaux. Et tu disais, en fait, avant de commenter, avant de d'émettre quelque chose, réfléchis à ce que ça va apporter et pourquoi tu le fais. Et moi, ça m'a posé plein de questions sur ça, parce que je reçois énormément de commentaires, énormément de messages. Je me dis, mais pourquoi je réponds? Et depuis, je prends du recul et je réponds plus. Je me dis, mais ça sert à rien, en fait, que je réponds. En fait, c'est clair. En plus, alors déjà, dans ton cas à toi, au-dessus d'une audience qui devient significative, tu as un nombre de commentaires et de questions auxquelles tu peux physiquement ne pas répondre. En fait, tu peux juste pas, en fait. Ensuite, t'as un biais, en fait, sur les réseaux sociaux et sur le site de médias. C'est que comme les gens sont pour beaucoup d'entre eux anonymes, ils disent des trucs, tu vois, sans avoir à rendre des comptes de ce qu'ils racontent. Tu vois, et ils pensent que ton temps, il est à leur disposition et tu as plus de personnes négatives qui se sentent encouragées à s'exprimer, alors que les gens qui trouvent positif ou neutre ce que tu fais, par exemple sur Milieu Islam ou sur d'autres axes de ton travail, ils considèrent que c'est normal. Il n'a pas besoin que je lui gonfle son nefs, il n'a pas besoin que je lui dise ceci ou cela. Et donc, du coup, tu as une surreprésentation d'avis négatifs, mais quand il réfléchit, quand tu réponds, en fait, tu es en train de faire une sadaqa de ton temps qui parfois pourrait être utilisé à de meilleures choses. Et des fois, même si tu es aguerri et même si tu es éduqué d'un point de vue éthique et religieux, c'est pas neutre sur ton cœur
Et c'est du temps que tu dois à ton épouse, à tes parents, à toi-même, à ton dîme, et que tu vas sacrifier, tu vois, à des choses qui ne le méritent pas forcément. Ça, c'est quand tu réponds. Et après, quand tu t'exprimes spontanément, en fait, la question que tu te poses, c'est, OK, là, je vais dire quoi pour atteindre quel objectif? Si ça fait pas plus un dans les cœurs, si ça fait pas plus un dans les têtes, si ça fait pas passer un bon moment à quelqu'un en l'élevant vers quelque chose de positif, qui peut le faire sourire, mais qui en même temps le tire vers le haut, si ça fait pas l'une de ces choses-là, si ça rapproche pas les gens les uns des autres, si ça n'apaise pas des blessures familiales, si ça ne transmet pas une information utile, alors littéralement, à quoi ça sert en fait? Littéralement, à quoi ça sert? Si tu te poses, si tous les gens se posaient ces questions avant de publier, tu vois, genre, allez, trois quarts des publications, elles sautent direct. Et quand je dis trois quarts, je suis super sympa. Parce qu'en vérité, on publie des choses comme on ouvre un robinet et on découvre a posteriori, tiens, j'ai dit ça, peut-être j'aurais pas dû le dire de cette manière, tiens, j'ai dit ci, je veux. Ou bien pire encore, tu te retrouves un an plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard à dire, attends, mais c'est qui a écrit ça? Ah ouais, c'est bien moi, d'accord, ok. Supprime. C'est pas la peine de faire ça. Faites pas des choses sur les réseaux sociaux. Réfléchissez à ce que vous dites. Et si vous pouvez pas le dire dans la vraie vie, en présence de vos proches, c'est pas la peine de le dire sur les réseaux sociaux non plus. Voilà. Ah, j'allais dire ça. En fait, tu avais dit cette chose simple, c'est si tu peux pas le dire en vrai, ne le dis pas en commentaire. Donc les personnes qui souhaitent avoir plus d'infos sur cette formation, franchement, c'est surtout pour ma femme parce que là, elle est souvent à faire des conférences, etc. Mais elle est ouverte à tous, même pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine. Et ça peut vous aider vraiment sur des petites choses. Surtout, là, j'ai même aimé l'histoire de Oshoide. Je sais pas si je le dis Yoshihide, bien. ouais. Yoshihide Ah, au c'est début. Ben là, vous l'avez quelque là, chose, hein. dans le challenge. Ceux qui se sont inscrits, vous avez l'histoire de Yoshihide avant le début de la formation. Vous avez cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un peintre japonais. J'en dis pas beaucoup plus, comme ça vous pourrez la découvrir, mais ça vous pose des vrais dilemmes sur les questions d'éthique notamment de la parole. Donc toi, t'as apprécié cette partie-là? Bah, c'était la meilleure pour moi. C'est la meilleure parce Ok. que on était accrochés, hein, moi et ma femme, sur ça. Et l'éthique et ah non, c'est quelque chose. Moi, je vais pas spoiler, mais ça m'a donné une vision différente du travail que je fais et à chaque fois je me pose des questions maintenant, tu vois. Bon. Mais je vous invite à aller la voir. De toute façon, bah, c'est dans le Speed Challenge, c'est Ouais, gratuit. là, c'est dans le C'est speech ça, hein. challenge. Donc Ouais, ouais. ils pourront la découvrir là. Aucun souci. Juste par contre, quand vous vous inscrivez, pensez bien à rejoindre le groupe Facebook aussi. Et je sais qu'on va vous le redire pendant tout le challenge, mais soyez pas gênés de participer. Vraiment considérez, en vérité, considérez exactement l'intention que je vous ai dit tout à l'heure. Considérez que c'est une semaine où on est là pour vous, non-stop, pour vous aider à apprendre quelque chose et à prendre un petit peu confiance en vous dans votre expression. Voilà. Il y a zéro enjeu, il y a zéro jugement. En fait, vous participez pour vous-même. Donc, sautez sur l'occasion et soyez à l'aise de dire, de poser des questions, même si vous galérez. Soyez pas hachmani, ne restez pas dans votre coin, parce que véritablement, on est là pour vous, en fait. Voilà. Voilà, Claude. Alors on va prendre une autre question à l'écrit. Je rappelle aux personnes qui souhaitent monter en live, c'est possible, hein, vous pouvez faire une demande. Que dites-vous sur le fait que le ton et le non-verbal comptent plus que le contenu de la parole? En fait, tu vois, on peut considérer, je veux vraiment peser mes mots en disant ça. On peut considérer que c'est injuste parce que dans notre conception morale des choses, la vérité vaut plus que le mensonge. Le fond des choses vaut plus que leur apparence. La fin et l'issue des choses, les conséquences de long terme des choses valent plus que le court terme et l'immédiateté du propos. Donc, du point de vue éthique et moral, c'est normal que tu aies cette intuition que, en fait, quand le fond est dévalorisé face à la forme, ça me dérange, en fait, ça me pose problème. Donc, cette intuition-là, elle est bonne et même elle est saine. Mais, tu vois, c'est comme dans un match de foot ou dans un sport de combat, il y a ce qu'on appelle un fait de jeu, en fait. C'est-à-dire que tu constates la réalité, tu peux t'en indigner, mais là, il y a coup franc, en fait. Ou là, il y a hors-jeu. Ou là, il y a un problème. Ou là, il y a une faute d'arbitrage. Peu importe, tu dois composer avec. Et là, en l'occurrence, tu dois composer avec le fait que l'être humain
donne beaucoup plus d'importance à l'apparence des choses, à l'immédiateté des choses, à la beauté superficielle des choses, plus que à la pertinence du fond du propos. D'accord? Donc nous, en fait, on doit avoir euh, une attention portée particulièrement aux deux aspects. On doit être solide sur le fond. Ça veut dire qu'avant de s'exprimer, on blinde un sujet, on étudie correctement un sujet, on veille à ce que nos arguments aient été solidement pesés, évalués, on a demandé conseil lorsqu'il fallait, on ne s'exprime pas sur des sujets qu'on n'a pas préparés et maîtrisés auparavant. Sauf bien sûr dans un contexte informel, mais on ne va pas se permettre de distribuer des jugements ou de distribuer des grandes opinions ici sur le nucléaire, là sur telle politique économique, là sur tel aspect éducatif ou là sur tel aspect religieux, alors qu'en fait, on est en train de freestyler parce qu'on a vu deux vidéos sur YouTube et que notre cœur est incliné et qu'on a l'impression que c'est ceci qui est la vérité. Donc, ça, c'est sur le fond. Vraiment blinder les sujets et comprendre que ça n'est pas suffisant. D'accord? Donc, on doit avoir cette importance accordée à la pertinence du fond et à l'apparence de la forme. D'accord? Et à l'efficacité de la forme. Et donc, du coup, quand on s'adresse à nos parents, quand on s'adresse à nos enfants, quand on s'adresse à notre famille, à nos amis, à nos collègues, à des membres d'une assoce, ce qu'on leur doit, c'est de leur dire des choses qui sont justes, d'accord, d'une manière qui l'est tout autant. La forme est juste, le ton est juste, et c'est pour ça que non seulement on a atteint l'objectif, mais on l'a atteint de la bonne manière et pour la bonne intention. Donc, à choisir entre les deux, choisis le fond, mais en vérité, considère que tu dois être bon sur le fond comme sur la forme. Voilà. Barakallahu fik. Alors, il y a des personnes qui ont écrit leurs questions dans les commentaires. Malheureusement, ça défile. Je vous invite à la mettre dans la boîte à questions. C'est le petit point d'interrogation en bas. Ou sinon, vous pouvez monter en live pour la poser directement à Marwan. Alors, on a une question sur ta formation. Dans cette formation, devra-t-on à un moment donné prendre la parole ou s'enregistrer? Barakallahu fik. Oui, euh, on vous encourage vivement, c'est bien dit, vivement, à prendre la parole, notamment lors des directs, parce que vous allez avoir en fait le petit stress qui va bien, qui vous met en condition de faire attention à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites. Bien sûr, vous allez trébucher, vous allez faire des petites fautes, mais vous aurez un feedback. Et ce feedback, en fait, le fait que ce soit un retour et des commentaires par rapport à une prestation réelle, ça va vous marquer d'une manière différente. Et ce sera systématiquement un feedback qui est bienveillant et qui est là juste pour vous aider à progresser. Vous avez aussi, en général, moi je donne les deux possibilités, des personnes qui préfèrent répéter, répéter, s'entraîner, s'enregistrer, et au lieu d'intervenir lors du live, en fait, ils partagent le fichier audio dans la journée. Du coup, on peut écouter, quand ils sont contents de leur prestation, ils le partagent avec le groupe, et on peut l'écouter, le commenter, leur faire un retour, et puis surtout, ça leur sert de trace pour voir leur évolution et leur progression au fil de la formation. C'est pas obligatoire parce que j'ai jamais envie d'avoir le cadre rigide qui parfois peut être vraiment bloquant pour certaines personnes, mais on vous encourage vivement parce que on sait que en fait cette boucle de feedback, c'est ça en fait le mécanisme d'apprentissage. Dans l'apprentissage, en fait, il y a n'importe quel apprentissage, hein, que ce soit dans le sport, les maths, l'expression publique, n'importe quelle notion que vous essayez d'apprendre. En fait, l'apprentissage, c'est la boucle entre une idée, un test, le feedback qui va avec, la correction. Et ce cycle-là, correction, feedback, correction, feedback, correction, feedback, correction, résultat, en fait, c'est ça l'apprentissage. D'accord? Donc, si vous n'avez pas d'erreur, vous n'avez pas de correction. Si vous n'avez pas pardon, si vous n'avez pas d'erreur, vous n'avez pas de feedback. Si vous n'avez pas de feedback, vous n'avez pas de correction. Si vous n'avez pas de correction, vous n'avez aucun moyen d'améliorer au fur et à mesure votre manière de faire. Donc, bon, là, c'est pour le speech challenge. Donc, on a zéro pression. C'est plus sur un ton ludique et vraiment le plus pédagogique, le plus accessible possible. Mais je vous le dis, pour le long terme, ceux d'entre vous qui souhaitent vraiment progresser, et ça, quel que soit le domaine, je vous encourage autant que possible à sauter sur les opportunités d'exercice, des opportunités où vous avez un feedback. C'est pas grave.
tu prends une remarque, tu la corriges, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai jamais compris, et là c'est sur une note personnelle, moi, que ce soit en entreprise, ou que ce soit en enseignement, ou que ce soit quand j'étudiais, j'ai jamais compris les gens qui se mettaient en retrait en fait de la classe parce qu'ils avaient peur de s'afficher en posant une question qui était hors sujet ou en faisant une erreur lorsqu'ils allaient, je sais pas moi, faire une démonstration ou corriger l'exercice au tableau. Le moment où tu fais ça, c'est littéralement le moment où tu progresses. Et ça ne me dérange pas, moi, de poser une question qui semble a priori hors sujet, mais t'inquiète pas, quand j'aurai la réponse, je ne la redemanderai pas une deuxième fois. Et la fois suivante, j'irai tester autre chose. Et la fois suivante, et la fois suivante, et la fois suivante, parce que j'en ai strictement rien à faire de ne pas être le meilleur maintenant et de ne pas maîtriser maintenant. Ce que je veux, c'est maîtriser à la fin du cours, en fait. Ce que je veux, c'est que si j'ai investi une année de ma vie dans ce diplôme, ou si j'ai investi 50 de ma vie dans cette école, il faut que je saigne chaque bouquin, il faut que je valide chaque cours, il faut que je termine chaque exercice et qu'à la fin, c'est pas juste en fait j'ai eu la moyenne. J'ai tout dégommé et je sais que ce sujet, maintenant, je le maîtrise et je peux passer à autre chose. Avec la confiance en moi suffisante pour dire, OK, la prochaine fois que je m'exprime ici sur les probas ou bien là sur telle recette de cuisine ou telle autre, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de tester. Donc vraiment, je vous le dis, sautez sur l'occasion, quelle que soit la formation que vous faites, quel que soit le contexte où vous êtes, vraiment profitez de chaque opportunité que vous avez d'être évalué, de pouvoir corriger votre manière de faire pour progresser. Voilà. Donc là, ok. Alors, on a un frère parmi nous, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah, vous m'entendez Excellent. bien? Ouais, on t'entend très bien. Allez. Ah ok, d'accord, merci. Oui, en fait, moi, ce serait plus par rapport au niveau du travail. Quand je m'exprime des fois par moment, des fois j'ai l'impression que je suis mal compris et des fois pas, pas tout le temps, mais des fois il peut m'arriver que j'ai du mal à trouver mes mots et en fait je me dis qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait pas de faire des temps de pause trop longues, mais voilà, je voudrais en fait comment trouver les bons mots pour bien être compris. Donc voilà, ça c'est juste une première question. La deuxième question, ce serait par rapport à la médisance, même sinon on ne veut pas participer, mais le fait qu'on soit présent, que nos oreilles voilà, écoutent ça, ça fait de nous des complices. Comment peut-on voilà, mettre un terme à ça ou voilà, pour éviter, parce que des fois, il y a des personnes qui vont pour dire non, Ok, je veux pas écouter d'une manière par rapport à ça. ok. Est-ce que j'ai été Alors, clair? sur ta première... Oui, c'est super clair. Comme quoi, tu vois, tu as ouais, t'as les Mm. mots qu'il faut et c'est super fluide et je vois exactement ce que tu demandes. Donc, dans le cadre de l'entreprise, le conseil que je te donne deux conseils, j'espère qu'ils te seront utiles, Inch'Allah. La première, c'est quand tu as des entretiens ou des réunions. Donc des entretiens, c'est t'as un rendez-vous avec un Mm. collègue ou ton manager ou ta responsable, ou bien une réunion soit avec ton équipe immédiate, soit avec d'autres membres d'autres équipes. En fait, ça, tu peux le préparer. Donc, systématiquement, quand tu te pointes en réunion, en amont, tu dois te demander qui sera présent à la réunion, c'est quoi l'objectif global de la réunion, c'est quoi mon objectif durant cette réunion, et c'est quoi les messages clés que je dois faire passer pour faire plus un dans la direction de cet objectif-là. Donc, quand tu arrives en réunion, tu as je sais pas moi, un cahier ou une fiche, tu as synthétisé dessus les informations sur lesquels tu pourrais être interrogé. Donc, je sais pas, on te Alors, demande où est-ce j'entends, qu'on j'ai en est pas une sur bonne tel connexion, projet. j'entends pas très bien. Ouais. Ouais, Je disais, quand tu arrives en réunion, c'est important d'avoir quelques notes, des notes sur les sujets sur lesquels tu pourrais mhm. être interrogé, des chiffres, des faits, des dates, des informations clients ou autres. Et puis, tu notes deux, maximum trois messages essentiels que tu as envie de faire passer. Et les messages, ils doivent tenir en une phrase. D'accord? Si tu hésites sur la formulation, dis-la à l'oral avant d'aller en réunion. Donc, et si tu vois que ça sonne faux ou ça cloche ou ça c'est pas forcément explicite ou autre, euh, si tu as un bon collègue ou une bonne collègue avec qui vraiment tu as une relation de confiance, tu peux tester un petit peu avec eux en amont.
est-ce que tu as compris la même chose que moi quand je dis cette phrase? Moi, ça arrivait des fois que je sois dans un contexte où j'ai pas, je travaillais par exemple en banque, dans un environnement parfois qui était relativement hostile, donc je pouvais pas me confier ou je pouvais pas demander de l'aide à des collègues avec qui j'étais littéralement en compétition. Mais par contre, le soir, avec mon épouse, on débriefait et je lui dis ça, tu vois, si je dis ça, comment ça sonne pour toi? De sorte que quand j'arrive en réunion, je suis à l'aise pour faire passer mes messages et j'en dis pas plus en fait. J'essaie pas de m'exprimer sur tous les sujets, j'essaie juste d'avoir un, deux, trois points d'expression, mais vraiment en mode sniper, pour que on puisse strictement rien me reprocher sur ce que j'ai pas dit, mais par contre, ce que j'ai dit, je l'ai dit d'une manière qui soit claire, efficace et convaincante. La deuxième astuce, c'est la reformulation en fait. Si tu as besoin de créer en fait du consensus ou de faire passer un message, tu peux utiliser cette technique qui est très efficace. C'est quand un collègue dit quelque chose, en fait, tu le reformules pour valider avec lui. Ah, d'accord. Donc, si je t'ai, par exemple, il dit, voilà, je pense que au lieu de planifier tout le projet étape par étape détaillé, on devrait se donner des échéances un peu plus larges pour des phases du projet au lieu de fixer les dates de toutes les tâches, tous les jours, tous les membres de l'équipe. Et lui, il dit ça. Et toi, tu reprends, tu dis, d'accord, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Tu dis que, en gros, au lieu d'avoir un zoom sur chaque tâche, chaque jour, chaque membre de l'équipe, on devrait avoir une approche un peu plus macro. Comme ça, on se donne de la flexibilité à l'intérieur des phases, mais en même temps, on est plus fiable et plus crédible sur les phases globales du projet. Et lui, là, quand tu dis cette phrase, est-ce que j'ai bien compris? Lui, ça va déclencher chez lui, en fait, un écho, et il va se dire, ah ouais, en fait, il m'a super bien compris. Donc, en fait, dans la relation qu'il a avec toi, ça va faire plus un, et de sorte que quand toi tu vas t'exprimer, il va être naturellement incliné à approuver ton propos ou à l'écouter avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Donc ces deux choses-là, en général, elles t'aident à vraiment améliorer ton message. Et après, bah, ça, tu vois, au moment de tes évaluations avec les collègues ou autres, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de recevoir des feedbacks pour t'améliorer aussi. Et sur la deuxième vacance de la Toussaint. Et donc, en fait, elle met un stop à cette situation de médisance et en même temps, elle switch quelque chose de beaucoup plus facile à discuter dans la conversation, même si c'est totalement anodin, plutôt que de rester dans ce registre de médisance. Donc ça, c'est quand elle prévient une fois. Et après, si ça veut pas, en fait, elle se lève poliment et elle sort, en fait. Elle va faire autre chose ou elle va passer un coup de fil, ou bien elle va aller filer un coup de main à la cuisine, peu importe. Et le signal de, à chaque fois que vous dites des saletés, je me lève et je quitte cette conversation, eh bien en fait ce signal il est redoutable et il crée deux effets. Soit les personnes ont compris le message et en fait la relation va se renforcer. On se dit ah ouais, ce garçon, cette fille, ils ont une forme quand même d'intégrité morale, c'est quelque chose de respectable et en vérité sur le fond elle a raison. Soit bah, en fait ils vont pas du tout kiffer ça et à ce moment-là bonne affaire pour toi parce que t'as pas envie d'être en relation quotidienne avec des gens qui, euh, qui disent du mal des autres et qui comprennent pas que c'est problématique. Donc il y a quelqu'un qui demandait à ce que je répète l'histoire sur la médisance. Non. Non, c'est bon, En c'est fait, clair. Marwan, ça a bugué. Ça a Ouais, bugué. Je vais relancer le live tout de suite parce que là, je suis allé sur mon autre téléphone et les personnes ne nous voient pas, en fait. d'accord. Exactement. Je relance tout de Ok. suite. Ok.